Bonjour. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement les promoteurs de cette journée d'études pour leur invitation à présenter ce travail. Un petit mot au préalable, c'est concernant les sources. Il est important de souligner l'état déplorable des archives de la communauté israélite de Liège. Ces archives sont en grande partie inexistantes, reflet du peu d'intérêt que cette communauté a accordé à leur préservation. Les sources sur lesquelles j'ai pu me baser sont principalement consistoriales. Il en existe d'autres, mais par manque de temps, c'est impossible à consulter pour le moment. Alors, en 1938, Joseph Bologne devient le premier bourgmestre socialiste de Liège. Il est également nommé président de la conférence des bourgmestres. La conférence des bourgmestres est un organisme de consultation qui réunissait les bourgmestres des 24 communes de l'arrondissement liégeois pour discuter des enjeux communs de l'administration locale. Elle n'avait aucun pouvoir législatif. Avec le début de l'occupation allemande, elle devient une interface essentielle pour la transmission des directives de l'occupant, notamment en matière de rationnement, de sécurité, de réquisition et de la mise en œuvre de la politique antisémite visant les Juifs. Et c'est évidemment Bologne, au titre de président, qui servira de courroie de transmission. À la veille de la guerre, l'agglomération liégeoise comptait 2560 juifs sur une population totale de 410 000 habitants, soit moins de 1%, pour être plus juste 0,62%. Le bilan, parmi eux, seuls 8% étaient de nationalité belge, la majorité étant des étrangers, principalement d'origine polonaise. Le bilan de la solution finale dans la région liégeoise est d'environ 733 juifs, dont 96 enfants de moins de 15 ans, parmi eux 35 juifs de nationalité belge. La libération de Liège, survenue le 7 septembre 1944, marque une période de transition complexe, tant sur le plan sécuritaire qu'administratif. L'un des premiers défis est la réintégration de l'administration liégeoise. Le bourgmestre Joseph Bologne, démis de ses fonctions le 1er novembre 1942 pour obstruction administrative, retrouve son poste, tout comme l'ancien collège échevinal écarté lors de la création du Grand Liège en novembre 1942. Cette réintégration symbolise la restauration des institutions politiques telles qu'elles existaient avant la guerre et le rétablissement de l'autorité municipale. Sur le plan sécuritaire, les autorités municipales doivent gérer une situation tendue. Le désarmement des résistants est une priorité partagée avec les forces alliées. Des groupes armés continuent d'opérer des réquisitions, des arrestations et parfois des exécutions sommaires, créant une instabilité croissante, particulièrement dans les centres industriels. En parallèle, la reconstruction socio-économique s'annonce difficile. L'occupation allemande avait laissé l'économie en ruine avec des infrastructures détruites, un chômage élevé, des pénuries de biens de première nécessité. Et dès la libération, des grèves éclatent motivées par les revendications salariales, la demande de meilleures conditions de travail et une reprise rapide de la production. Alors, je vous donne ici juste trois périodes clés. Dès le début de la libération, il y a déjà des mouvements de grève. Alors, 1945, les grèves de 1946
1947 et la grève de 1950 et la question royale. Ces mouvements de grève reflètent des tensions sociales, économiques et politiques de l'époque. Liège, avec ses industries lourdes, sidérurgie et charbonnage, était une région particulièrement militante où les revendications salariales et les luttes pour de meilleures conditions de travail se mêlaient aux luttes politiques plus larges comme l'opposition à la monarchie ou le soutien à des idéaux communistes. Alors, si cela ne suffisait pas, en 1944, des accusations de collaboration frappent durement la scène politique locale. Le bourgmestre Bologne et le procureur Lambert d'Estex sont pointés du doigt, fragilisant l'administration. Le bourgmestre est exclu du Parti socialiste et en février 1945, il donnera sa démission. La guerre continue. Malgré la libération de Liège en septembre 1944, elle est loin d'être terminée. D'une part, la contre-offensive allemande du 16 décembre 1944 et ensuite des bombardements massifs de V1 et de V2 qui durent jusqu'en janvier 1945, causant des milliers de morts, de nombreux blessés et d'importantes destructions. Alors, la première question concernant la population juive, c'est comment, dans ce contexte de chaos et d'instabilité, les Juifs revenant à Liège ont-ils pu reconstruire leur vie? Tout d'abord, concernant le retour, il va se dérouler en plusieurs vagues. D'abord ceux qui sont cachés dans la région, puis ceux ayant trouvé un refuge à l'étranger, suivis des rares rescapés des camps, et enfin l'arrivée des réfugiés marque la dernière phase de ce processus. La réintégration est compliquée, notamment en raison de la spoliation des biens, à l'exemple de la Mobile Action. Je ne vais pas reprendre tout l'aspect de la Mobile Action, mais toutes les maisons sont vidées. Il n'y avait plus personne et pratiquement durant toute la période, en tout cas jusqu'à 1944, les maisons sont entièrement pillées. Et dans l'article, je donne un exemple concret à ce sujet. La deuxième question, ont-ils été accueillis comme citoyens à part entière ou comme des victimes en marge? Parallèlement à ce retour, les survivants se heurtent à des défis juridiques et sociaux. Les dispositions légales en matière de réparation prévues pour les victimes de la guerre ne s'appliquent pas aux victimes juives et tziganes. En Belgique, aucune loi ne reconnaît les persécutions raciales et la législation sur les victimes de guerre repose uniquement sur le principe de solidarité nationale. Les avantages prévus par cette législation sont réservés aux nationaux, excluant de nombreuses victimes des camps, comme l'illustre un exemple, celui que je donne également dans l'article, mais ce n'est pas le seul, celui de Frajda Goldberg, veuve de Moisek Ringelheim, déportée tout d'abord dans le nord de la France et ensuite par le 16e Congois vers Auschwitz. Et Frajda Goldberg va devoir construire une légende à propos de son mari, aidé par un résistant. Ils vont, à propos de Ringelheim, en faire un résistant. Elle obtiendra le statut et le bénéfice du statut. Plus tard,
tout cela sera découvert. Elle perdra le statut et continuera à bénéficier de la rente que lui procurait le statut. Ce n'est pas le seul cas, c'était juste pour l'illustrer. Dans la consultation des nombreux dossiers de statut qui se trouvent dans le bâtiment, j'ai pu vérifier de nombreux cas de ce type. Pas des constructions de légende, mais de fabrication à l'aide de témoignages d'une activité soi-disant résistante, mais qui n'était absolument pas vérifiée ni réelle. Alors, la troisième question, c'est qui a les compétences et la légitimité pour mener à bien cette reconstruction? Les institutions communautaires, comme la communauté israélite dissoute en 1941, ne reprennent officiellement leur activité qu'en octobre 1945. Le dernier président qui était en charge de cette communauté, Begin, est déporté avec toute sa famille et ne revient pas. Ça aurait pu être le président du comité local de l'AJB, lui-même déporté avec sa famille, mais qui reviendra et qui est de facto exclu de toute activité au sein de la communauté. Dans ce contexte, un homme émerge, c'est Albert Wolff. Et Albert Wolff est un militant communiste, une grande figure de la résistance liégeoise et qui a joué un rôle au sein du Front de l'Indépendance. Après la libération, il continue son engagement, devenu président de la section liégeoise, responsable provincial et membre du comité national du comité de défense des Juifs. Son leadership providentiel est essentiel dans cette période. Alors, juste un petit rappel, dès octobre 1944, les membres du CDJ fondent l'aide aux Israélites victimes de la guerre à Bruxelles et à Liège. Albert Wolff s'appuie sur une partie de l'équipe résistante mise en place durant la guerre pour structurer l'aide. Un plan de travail et des commissions sont rapidement établies, mettant en avant l'action pragmatique de l'AIVG. En opposition à l'inefficacité des responsables communautaires traditionnels, l'AIVG joue un rôle fondamental dans la reconstruction en répondant directement aux besoins des survivants, contrastant avec les querelles internes qui paralysent les institutions communautaires. Alors, un petit mot sur les querelles internes des institutions communautaires. Elles sont religieuses et elles ne débutent pas précisément à cette période, mais elles débutent entre deux guerres. On les signale déjà à partir des années 30 et c'est en fait un conflit entre la partie orthodoxe religieuse et un mouvement plus libéral au sein de la communauté. Et ce conflit va durer à peu près 6 ans, à partir de la libération. Vient ensuite le temps de la répression des collaborateurs. Alors ici, Albert Wolff s'engage pour traduire en justice les responsables locaux de l'AJB. Mais il n'aborde pas le rôle du bourgmestre Bologne, dont l'administration, sous son autorité et sur instruction de l'autorité occupante, crée et transmet le registre des Juifs. C'est toujours sous forme de question, pourquoi cette omission alors que le bourgmestre est impliqué et Albert Wolff est parfaitement informé de
cette question. Par ailleurs, Bologne est poursuivi à la suite d'une plainte des communistes pour avoir exposé 180 membres du Parti communiste et 30 souteneurs. Le procès Bologne a lieu en novembre 1945 et il bénéficie d'un arrêté d'acquittement. Et durant le procès, la question sera posée sur le registre des Juifs et sera balayée par lui d'un revers de la main. Il dit qu'il n'a jamais remis le registre. Je refais une petite parenthèse à propos de Bologne, parce qu'on m'avait fait un commentaire qu'il fallait quelque peu nuancer l'attitude de Bologne. Nonobstant, Bologne n'est pas docile. C'est quelqu'un qui a, je crois que j'avais comptabilisé, entre 16 et 17 fois refusé ou contesté les instructions de l'autorité allemande. Et en plus, c'est lui qui mène la fronde sur la création du Grand Liège, qu'il refuse, entraînant avec lui l'ensemble des bourgmestres de la région liégeoise, moins, je crois, c'est les 2 bourgmestres rexistes, et l'autorité allemande n'a plus d'autre choix que de le démettre de cette fonction et finalement amener ce qu'ils avaient toujours évité de faire, amener des rexistes à la direction de Liège. On connaît la suite que cette opération va entraîner. Un petit mot sur la construction de la mémoire de la Shoah à Liège. Dès 1945, les personnalités de la communauté israélite de Liège mettent en avant le rôle des catholiques dans le sauvetage des Juifs, établissant alors à ce moment-là un processus de reconnaissance. Et ce sont principalement les sauveteurs catholiques qui sont honorés. De nouveau une question, pourquoi cette insistance à leur égard, qui est tout à fait la reconnaissance à l'égard des catholiques est évidemment tout à fait justifiée, et on n'a pas manqué durant toutes ces années, encore en 2010 et une dernière exposition, à le faire. Mais dans le même temps, il n'y a eu à l'égard de la résistance juive ou de la résistance armée très peu de reconnaissance, et certainement pas durant cette période. C'est comme si pratiquement il n'existait pas. Et en ce compris par exemple avec Albert Wolff, qui est certainement un des représentants les plus emblématiques de cette résistance. Pas un mot de reconnaissance. Et pourtant, concernant aussi la population dans son ensemble, qui est loin d'être, ne compte pas essentiellement des résistances, mais juste rappeler que dès le troisième convoi, celui du 15 août 1942, à partir donc du troisième et au-delà, les Juifs deviennent des insoumis, ne répondent plus aux convocations de l'autorité allemande. Concernant alors la ville, c'est en octobre aussi 1944, sous l'impulsion de Bologne, que la ville pose la première pierre du mythe fondateur de la résistance, symbolisé par la citadelle de la résistance. Et à Liège, comme dans d'autres villes, les Juifs sont totalement absents du récit collectif de la résistance, minimisant leur souffrance et leur engagement. J'avais pu à cette occasion consulter la presse de l'époque. Je n'étais pas déçu. Elle ne s'intéresse pratiquement pas
aux Juifs, et si elle le fait, à partir du moment de la libération des camps, on se concentre essentiellement sur des récits anecdotiques de sauvetage héroïque qui contribuent ou qui vont contribuer à forger le mythe de la passivité juive. Alors, la conclusion que je fais de ça, c'est qu'ils sont marginalisés plutôt que reconnus comme des citoyens liégeois pleinement engagés. Alors, juste comme conclusion, je voudrais à propos de Liège, dans très peu de temps, enfin j'espère d'ici quelques mois, le mémorial de la déportation des Juifs de la région liégeoise va enfin être... il a déjà été inauguré, mais enfin, on vient de trouver un lieu pérenne où il va être installé. Et la ville va mettre à disposition de notre association un espace d'exposition permanente et où je pense que nous comptons bien mettre en valeur enfin le rôle des résistants. Merci.